donc dans le cadre des ateliers APSA, donc Anne-Claire et moi, on devait faire intervenir des personnes en fait qui avaient continué les études après la licence. Donc on avait fait appel à Héloïse et à Pauline, donc pour des raisons d'organisation, en fait, Héloïse n'a pas pu venir. Par contre, il y aura Pauline, donc, qui a suivi une licence en sciences de l'éducation et qui a poursuivi en master CIFA, donc le master que l'on peut faire après la licence politique. Donc voilà, maintenant elle est conseillère à l'emploi à Pôle emploi. Donc elle va un petit peu nous parler de son parcours, de sa formation initiale, des stages qu'elle a pu effectuer en master et de ce qu'elle fait maintenant. Voilà. Donc ce qui serait bien, je sais que ça va peut-être vous poser un petit souci, ce serait faire un petit tour de table. Juste pour présenter un petit peu qui vous êtes et ce que vous êtes en stage, afin qu'elle sache qui elle a à faire. Ok ? Vous avez des questions ? Donc, aussi, ce qui serait bien, c'est qu'elle parle un petit peu d'elle, de son cheminement, de son expérience, et que ça tourne autour d'un petit échange, en fait, si vous avez des questions. Voilà. Marie-Julie, tu as des questions ? Moi, ça a l'air perplexe. Des questions sur le sujet des questions. Pour l'instant, ça va. Oui. Il y avait un monsieur, mais ça doit être vendredi qui vient. Oui, vendredi matin. Il interviendra sur la souffrance au travail. D'accord. On fait un petit tour de table ? Donc, moi, Marie-Julie. Après 2 années de congé parental, voilà, j'ai repris des études et je suis allée en licence. Et mon parcours, en fait, c'est dans l'enseignement et dans la formation par deux. Voilà. Claire Lebel, donc moi je suis en poste en fait dans un lycée professionnel, un CFA, et je suis à mi-temps un petit peu enseignante et formatrice. Et voilà, donc j'ai choisi de faire la licence également. Et ça fait 7 ans que je suis dans cet établissement. Et avant j'étais pas du tout dans l'enseignement. Du coup, Claire, encore. Moi, c'est licence pro, mais c'est en formation initiale. Donc, j'ai fait une licence de sociologie avant et je me suis dit que j'avais envie de quelque chose de plus concret, en fait, d'être sur le terrain et voilà, la licence pro. Moi, c'est Sandrine, donc je suis en formation continue. Et moi, j'ai choisi de faire la licence pro dans le cadre d'une réorientation. Parce que j'ai été licenciée, j'étais assistante commerciale et puis j'ai eu envie de prendre une autre direction. Donc saison 2, toi, de me réorienter professionnellement. Charlotte, je suis en formation initiale et en stage, je suis à l'Union départementale de l'association familiale où je m'occupe du service de lutte contre les bêtises. Maud Gilbert, je suis en formation continue. Je suis en stage à la mission locale Angevine, Pays de Loire. Mon parcours m'a amené à me questionner sur la question d'orientation et d'insertion. Corinne, moi je suis en stage à l'AREP pareil, en insertion, et j'ai été longtemps conseiller d'insertion et je souhaitais plutôt travailler avec des groupes qu'en individuel. Stéphanie, alors moi je suis en formation continue aussi, j'ai fait une licence de sociologie avant ça et j'étais en stage à l'IBEP de Quimper. Sabrina, moi je suis en formation continue dans le cadre d'une orientation professionnelle et je suis en stage au pôle défense mobilité de Rennes en fait, qui s'occupe de la reconversion des militaires qui Paris. Emmanuel, je suis en formation continue aussi. Moi, je suis ici après 11 ans passée dans le social en tant qu'éducatrice pour me perfectionner aussi au niveau de la pédagogie. Voilà. Et j'ai fait un stage en ESAT auprès d'adultes handicapés. Anaëlle, je suis en formation initiale. Avant, j'ai fait un DUT carrière sociale. Et du coup, là, avec la licence, je voulais du concret, pareil que Claire. Donc j'ai fait une licence pro et là je suis en stage, j'étais en stage, que c'est fini. À l'étape, c'est une association d'insertion et j'étais formatrice pour un groupe de personnes bénéficiaires du RSA qui passent le code.
le permis et j'étais plutôt sur la partie code. Et moi, Adeline, donc après 2 années de BTS qui prépare au montage de projet, donc j'ai décidé d'arriver en licence pro. C'est surtout l'aspect alternance qui m'a plu, intéressée, et j'étais en stage à la mission locale du Pays de Fougères. Voilà. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Apolline. J'ai un profil plutôt formation initiale, puisqu'à la base je suis arrivée à Rennes dans le cadre d'études en lettres modernes. Et arrivée en première année de master, j'ai commencé à m'interroger un peu tardivement sur ce que je souhaitais faire de concret au niveau professionnel. C'est mes expériences extra-universitaires entre guillemets qui m'ont donné une idée de direction, puisque j'étais animatrice de séjours adaptés, puis responsable des séjours adaptés donc auprès d'adultes en situation de handicap pour financer mes études. Et donc en fait ça a été mes premières expériences de l'accompagnement, et c'est là que j'ai voulu en fait m'orienter vers la formation pour adultes. C'est comme ça que je suis arrivée au master SIFA. À l'époque je ne savais pas trop où je mettais les pieds. J'en avais entendu parler un petit peu en fin d'année de licence. Donc je suis arrivée en master, j'ai fait un premier stage entre septembre et janvier. J'ai travaillé avec Loïc Drénaud sur l'organisation du colloque et j'ai mené une enquête sur le devenir des anciens masters SIFA. Ce qui m'a permis de savoir précisément où je mettais les pieds et quelles étaient les perspectives pour des futurs diplômés, enfin, en tout cas pour moi par la suite. Au moment de l'organisation de ce colloque, j'ai fait la connaissance d'une personne qui était salariée de la GFIP, qui était issue d'une promotion antérieure du master SIFA, Sandrine Vorillon, qui m'a permis en fait de m'introduire à la GFIP. Donc j'ai fait un premier stage là-bas. J'ai mené une enquête de satisfaction sur une des actions que menait la GFIP, une action qui visait à mobiliser le monde économique sur la question du handicap. Tu peux rappeler ce que c'est la GFIP? Ouais, alors la GFIP, oui, parce que forcément on jargonne, c'est l'association de gestion pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc ce premier stage en fait m'a permis, au cours de ma première année de master, de défendre un petit peu, de me vendre pour un contrat de pro en deuxième année. Donc j'ai motivé en fait, j'ai créé le besoin dans la structure pour qu'ils puissent m'embaucher en contrat pro au cours de la deuxième année. Durant cette année-là, j'ai été mobilisée sur différents projets, notamment la création et l'animation d'un groupe de chargés de mission handicap pour dynamiser le réseau au niveau des politiques d'emploi handicap. Puisqu'on s'est aperçu qu'en fait, il y a de plus en plus de chargés de mission handicap qui voient le jour au sein des grands groupes qui mènent des politiques d'emploi pour les personnes en situation de handicap, mais que ces personnes-là sont très, très seules, en fait, elles sont très isolées. C'est beaucoup de postes qui sont créés sur le tas ou de postes un peu placards pour mettre les salariés dans un coin en attendant la retraite, par exemple. Mais ils n'ont pas de mode d'emploi. Ils ne connaissent pas vraiment le monde du handicap, ils ne connaissent pas les partenaires, les acteurs du champ. Ils ne savent pas vraiment comment faire pour mettre en place des actions dans le cadre du maintien dans l'emploi ou de l'intégration de salariés en situation de handicap. Et du coup, on a créé ce groupe pour leur permettre de se rencontrer, de faire de l'échange de pratiques et essayer de transposer ce qui se faisait dans certains groupes et qui marchait plutôt bien dans d'autres groupes qui commençaient tout juste au niveau des politiques. Donc il y avait ce projet-là. J'ai été amenée aussi à aider des collègues sur la cotation d'appels d'offres dans le cadre de marchés comme les formations courtes qui sont menées et financées par la GFIP, mais déléguées à des prestataires. J'ai été également amenée à travailler sur un projet dans le transport routier pour l'adaptation de postes des salariés en situation de handicap, par exemple l'aménagement de cabines pour des conducteurs monomanuels, des choses dans ce genre-là. Et en fait, voilà, c'est un projet qui a émergé quand moi j'y étais, qui est encore en cours d'élaboration, parce que les projets peuvent parfois être très longs à mettre en place. Et puis
puis sinon, j'étais sur tout ce qui était traitement de dossier, en fait, puisque la GFIP traite des demandes de subvention, donc je venais en appui à mes collègues auprès sur ces points-là. Donc voilà, en parallèle de ma formation. À la suite de mon diplôme, donc moi j'étais diplômée en octobre 2010, j'ai pris un congé maternité. Voilà, puisqu'un bonheur en amenant un autre, j'ai validé mon diplôme en même temps que la naissance de mon fils. Et à la suite de mon congé, j'ai réintégré l'équipe de la GFIC en tant que chargée d'études et de développement. Et par la suite, j'ai été embauchée dans la belle et grande institution qui est Pôle emploi. Donc je travaille actuellement à l'agence de Rennes-Gailleul qui gère les secteurs du transport logistique, commerce de gros, hôtellerie-restauration. Et dans le cadre de cette activité, je suis donc conseillère à l'emploi, je fais beaucoup d'accueil premier niveau. Je suis la première personne que les demandeurs voient en arrivant. Je suis au niveau du service aux entreprises, donc tout ce qui est recueil de l'offre, traitement de l'offre, rapprochement entre le candidat et l'offre. Et là, depuis peu de temps, puisque moi je suis encore dans un processus de formation, je suis à l'accueil deuxième niveau. Donc accueil en bureau des demandeurs pour tout ce qui est montage de projets de formation, validation de projets, voilà, montage de dossiers chèque force, AFPR, tout ce... Voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions, des choses. Richard, t'as compris un petit peu l'objet? C'est dans le cadre des ateliers APFA. Donc Apolline intervient en fait sur son parcours et voilà. Donc ça c'est Richard. Richard, tu peux te présenter. Tu peux te présenter un petit peu? Comment? Tu peux te présenter? Me présenter? On peut éviter tout le monde est pas grand chose à présenter. Ah pardon, donc Richard Waro, je suis un collègue de tous les collègues ici. Qu'est-ce que je peux dire? Ton stage. Tu es en formation continue, qu'est-ce que tu as fait? Ça se voit sur nos visages, ça se voit comment. Alors mon stage, je suis à la campagne. Je suis à la campagne, on est en train de travailler avec, c'est une collaboration parce que je suis rattaché, enfin je vais vous faire la version courte. Je vais faire attention. Je travaille sur une dynamique d'un collectif d'artistes des arts visuels qui est plutôt sur une problématique d'auto-formation et qui a du mal à... C'est un projet qui existe depuis 3 ans et qui a du mal à évoluer. Et c'est lié à la fois, c'est un projet des arts visuels, un projet collectif et en même temps un projet d'insertion pour certains de ses membres. Et je travaille avec une collègue du CEDAS. Voilà. Merci. Vous avez des questions? Là, il y a un CDI à Pôle emploi. Oh non, CDD. Et comment ils expliquent le fait que il y a un premier niveau, deuxième niveau, parce que j'ai fait un CDD à Pôle emploi, donc j'ai jamais entendu parler de ça. Accueil premier niveau, accueil deuxième niveau? Ouais, donc tu as une formation spécifique pour l'accueil premier niveau et après ils passent à l'accueil deuxième niveau. Ouais. Ah ouais. L'accueil premier niveau, c'est pour le flux. Voilà, c'est ça, c'est la gestion du flux en fait. C'est bon, on est deux, enfin dans l'agence où je suis, parce qu'après les organisations sont différentes d'une agence à une autre. Mais en tout cas, dans celle où je travaille, on est deux. Une personne plutôt spécialisée sur tout ce qui est côté placement, donc formation, recherche d'emploi, ce qui est mon cas. Et la collègue avec laquelle, ou le collègue avec laquelle je suis, est plutôt spécialisé au niveau indemnisation. Voilà, donc on traite les questions de premier niveau. En fait, ce qu'on appelle les questions de premier niveau, c'est des choses qui peuvent être traitées en un temps assez réduit, entre 2 à 5 minutes. Voilà. Et si jamais on n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne sur ce court laps de temps, on l'oriente vers le conseiller en bureau, qui prendra le temps d'étudier sa demande de manière plus approfondie. Et un bureau, c'est deuxième niveau. Voilà, c'est ça.
Et les autres niveaux après, c'est quoi? Ah, il n'y en a plus. Ça s'arrête à 2. Donc, voilà. Après ce que j'ai entendu que vous avez fait, vous vous ennuyez pas? Oui, c'est ce que j'ai demandé. Quel ressenti de passer de charge de mission, développer des projets et passer par derrière le guichet justement. Oui, non. Pôle emploi avec la Alors moi, c'est la crainte que j'avais au début quand on m'a proposé ce poste-là. C'était la crainte que j'avais, mais alors moi j'ai découvert un monde que je ne soupçonnais pas derrière le guichet. Je suis passée du côté obscur du guichet. C'est parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on demande aux conseillers de Pôle emploi une telle polyvalence et une telle maîtrise de sujets aussi variés. On a beau être sectorisé, avoir des spécialités par secteur d'activité, au final, quand un conseiller se retrouve en bureau, en accueil de 2e niveau, qu'il soit issu de l'équipe transport et logistique, commerce de gros, hôtellerie-restauration, comme c'est le cas dans notre agence, il doit en fait pouvoir répondre à l'ensemble des questions qu'un demandeur va lui poser. Et un demandeur, il vient souvent avec une question, mais ça dérive souvent sur plein de questions. Et puis, ah oui, tant que j'y suis, tant que je vous tiens, parce que faut se rendre compte aussi de ce qu'est la réalité de Pôle emploi. C'est vrai que un demandeur maintenant n'est pas reçu aussi souvent qu'il le devrait, parce que les conditions ne sont pas réunies pour le permettre. Et du coup, c'est vrai que quand on a un conseiller en face de soi, on en profite pour aborder toutes les questions qui nous tarabustent depuis des mois. Donc c'est vrai que moi, je me disais au départ que j'allais m'enquiquiner, et au final, ça fait maintenant quasiment 6 mois que j'y suis. Et en fait, je suis tout le temps en train d'apprendre. J'ai tout le temps l'impression, la frustration de ne pas avoir l'impression de maîtriser autant les sujets que je le devrais. Et je pense que la difficulté en fait de mes collègues, c'est de prendre le temps de se poser et de se regarder pédaler en fait. C'est ça. C'est le côté un peu frustrant, je trouve, du métier. Mais après, c'est un métier qui est très riche, très formateur, pénible par moments, surtout quand on est à l'accueil premier niveau. Parce que forcément, on accueille les personnes, on est les premiers contacts, donc on a face à soi des personnes qui n'arrivent pas forcément le sourire aux lèvres et contentes de venir. En général, quand les personnes se déplacent, c'est qu'elles ont un souci à régler. Et quand ça touche aux indemnisations, c'est encore plus délicat. Mais non, je pense que le métier de conseiller à l'emploi, à Pôle emploi, gagnerait à être connu, et je trouve ça dommage que Pôle emploi ne soit pas en mesure d'accueillir des EMT, par exemple, des évaluations milieu de travail. Rien que ça, pour que les gens puissent prendre conscience de la réalité du travail derrière. Pourquoi ils ne le font pas? C'est la politique qui a été décidée par le siège. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Parce que je me dis que c'est vrai que si les personnes avaient la possibilité de venir, d'être immergées dans la structure, ne serait-ce que quelques jours, ça leur permettrait d'imaginer tout ce qui est possible. Je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues qui pourraient tomber. Mais ça a été un choix de passer à chargé de projet, on est plus dans l'ingénierie, d'accord? Oui, là, c'est plus vraiment l'accompagnement individuel. Oui. C'est un choix d'être passé à l'ingénierie, parce que là où il n'y a pas d'ingénierie, c'est l'ingénierie projet, mais indirectement, entre guillemets. Oui, pas réellement de l'ingénierie. Je mets pas forcément en œuvre de l'ingénierie à Pôle emploi, parce qu'on n'a pas non plus forcément les moyens de le faire, tout est décidé en haut lieu. Et non, oui, c'était un choix. Moi, j'ai un parcours de formation initiale. Donc c'est vrai qu'après, puis il y a aussi la personnalité, je pense, qui joue. Mais moi, j'ai éprouvé le besoin de me confronter au terrain dans un premier temps. Et je pense que je ne vais pas avoir la même évolution de carrière qu'une personne, une de mes collègues de promotion, par exemple, qui aura été dans une démarche de formation continue, qui était en poste avant, qui fait la formation pour lui permettre d'évoluer après professionnellement. Moi, je pense que j'ai besoin de passer par cet aspect terrain avant de pouvoir me présenter, de proposer ma candidature sur des postes à responsabilité. J'ai besoin de savoir. Je pense pas que dans 5 ans, j'y serai encore. Je suis même sûre. Je pense que je ne ferai pas carrière à Pôle emploi, j'en suis sûre même. Mais je pense que j'ai besoin aussi d'acquérir de l'expérience et de savoir aussi ce qui se passe réellement sur le terrain avant de me sentir à l'aise
sur des postes à responsabilité et crédibles surtout. Après, je sais que certaines personnes ne partagent pas forcément mon point de vue. J'ai des collègues qui, issus de formation initiale, se refusaient à postuler sur ce type de poste. Mais moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça me permet aussi d'acquérir de l'expérience qui me donnera la crédibilité nécessaire après. Après, c'est des choix. Hein. Et d'autres questions? Et quand vous avez postulé, du coup, sur ce poste de conseiller à Pôle emploi, le profil qui était demandé, le niveau de qualification demandé, c'était le vôtre en fait? C'était celui d'un master? Non, pas du tout. Non. Et moi, c'était moi, on avait attiré mon attention justement sur le fait que j'étais trop qualifiée pour le poste. D'accord, ok. Et je me suis gentiment fait sabrer pendant l'entretien. En fait, le processus de recrutement à Pôle emploi se déroule en 2 étapes. Il y a déjà une présélection qui est faite par le service RH du siège, qui sélectionne en fait une première fois les candidats. On a un entretien approfondi avec une personne de la RH. Et ensuite, si on est sélectionné entre guillemets à l'issue de ce premier entretien, les CV sont communiqués au directeur d'agence du bassin qui procède à un choix. Et quand j'ai été reçue par la directrice de l'agence où je suis, elle m'a clairement dit que j'allais m'enquiquiner en me disant mais vous êtes trop calibré pour le poste. Mais en même temps, c'était conscient de ma part, c'était un choix. Et moi, alors après peut-être que je devrais pas le dire comme ça, mais je me sens pas trop calibrée pour le poste. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Il y a des journées qui sont pesantes, il y a des journées qui sont lourdes. Quand on passe une demi-journée, 5 heures de suite à l'accueil, debout derrière un guichet, et qu'on se fait aboyer dessus par des personnes mécontentes, psychologiquement, c'est dur. Mais après, je me sens pas surqualifiée pour le poste, parce que justement, le fait d'apprendre, d'avoir toujours des choses... non, je trouve que c'est stimulant au contraire. Et vis-à-vis des formations que vous avez suivies ici, c'est un peu le truc. Quand vous avez postulé à ces postes-là, le profil de la formation intéressait ou pas, ou c'était plutôt du tout? Ouais. Voilà, si vous pouvez en dire un peu plus, quoi. Sur plusieurs types de postes. Ouais, sur plusieurs types de postes par rapport. Pas forcément sur ce que vous avez occupé. Par rapport aux offres d'emploi sur lesquelles j'ai pu me positionner jusqu'à présent, moi j'identifie une lacune par rapport à la formation. C'est que quand par exemple le master CIFA vous prépare à plusieurs types de postes dans différentes structures. Après, quand moi je me suis positionnée sur des postes en entreprise, par exemple, souvent le service de formation dans les grandes entreprises est couplé avec le service RH. Et ce versant-là, en fait, on ne l'a pas en venant du Master CIFA. On est vraiment spécialisé en ingénierie de la formation. Et peut-être que d'autres de mes collègues qui avaient, dans leur carrière précédente, ce versant-là, ces compétences-là, ont pu valoriser leur Master CIFA après, quand ils postulaient sur ce type de poste. Moi, j'ai aucune connaissance RH. Alors, on a fait un peu de management en master, mais c'est pas flagrant sur un CV. Quand l'intitulé est Master Stratégie Ingénierie en formation pour adultes, l'aspect RH, il figure pas. Et je pense que là-dessus, si par la suite je souhaitais m'orienter vers un service formation en entreprise, je pense que je ressentirais le besoin d'avoir une formation complémentaire sur le volet RH. Et par rapport à tes collègues de Pôle emploi, du coup, quels sont les profils? Est-ce qu'il y a des bac plus 2, des bac plus 3 comme nous ou... Alors moi, c'est ça qui m'a surprise, c'est qu'au niveau des... Alors, on sent en fait un peu le... Déjà, Pôle emploi, c'est issu de la fusion ANPE-ACEDIC, donc il y a des profils très différents, il y a des cultures d'entreprise très différentes, parce que bon, la fusion, à mon goût, a été très très mal préparée.
c'est vrai qu'on sent encore, quand on arrive, de toute façon, on nous dit hein, ça c'est une ACDI, ça c'est une ANPE. Et limite, on se demande si on n'a pas à choisir son camp. C'est un peu un clivage. Après, il y a une bonne entente, hein, ça n'empêche pas. Mais c'est vrai qu'il y a un clivage. Au niveau des anciens ANPE, les profils sont complètement différents. On a des personnes qui étaient commerciaux avant d'être conseillers à l'emploi. Du temps où le recrutement se faisait par concours, c'est vrai que ça laissait une porte ouverte à des profils complètement différents. Donc on a des personnes qui travaillaient en RH, on en avait d'autres qui travaillaient, j'ai une de mes collègues qui était dans la vente, rien à voir, et qui a eu une reconnaissance travailleur handicapé, qui ne pouvait plus en fait, être en poste en tant que vendeuse parce que la position debout était pas supportable pour elle. Donc du coup, elle a commencé à faire ce qu'on appelait à l'époque l'équivalent de l'EMT, et puis du coup, elle est rentrée en CDD, puis elle a fini par être titularisée. Maintenant, après la fusion, maintenant que le recrutement est opéré par le siège, enfin en tout cas la première sélection, les profils sont peut-être moins différents, mais les niveaux de diplôme sont très inégaux. En fait, ça dépend. C'est surtout... j'ai mes collègues en CDD, là, ça va du bac plus 3 à pas de bac du tout. J'ai une collègue qui était orthoprothésiste à la base, mais qui est en contrat aidé actuellement, donc qui n'a pas le niveau bac et qui travaille au niveau du pôle administratif. Voilà. Après, en tant que conseiller à l'emploi, oui, ça va du bac plus 2 à bac plus 5. Et là, tu avais une mission de 6 mois qui est reconductible? Oui, alors qui a été renouvelée, mais renouvelée une fois. Ils ont une politique RH assez surprenante. Oui, surtout leur objet de travail. Voilà, c'est qu'en fait, il y a cumulation de CDD. Donc en fait, ça génère un peu une lassitude au niveau des équipes, parce que forcément, en fait, ils forment une personne et on est à peu près opérationnel au bout de 6 mois, et ça correspond au terme du contrat. Donc en fait, quand la personne est opérationnelle, elle s'en va. Souvent, elle passe travailler avec un partenaire. Donc les partenaires de Pôle emploi récupèrent des personnes super bien formées pour tout ce qui est atelier CV, lettre de motivation, gestion du flux. C'est super, mais du coup, puis un autre CDD vient remplacer. Quel type de partenaire? Là, je vais citer un mauvais exemple, mais notamment CLAF. Alors, CLAF qui sont en ce moment dans une passe difficile, très difficile même. Mais oui, j'ai des collègues qui sont partis dans des boîtes d'intérim après leur CDD, dans des organismes de formation. T'as des noms? Oui, je crois que le CLPS a récupéré des anciens CDD pour le bassin de Rennes. Et puis sinon, j'ai des collègues qui sont partis à la mission locale après. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu sur le carreau après? Généralement non. Enfin, généralement non. Ça dépend en fait après de la personne. Moi, j'ai été particulièrement surprise par, en même temps, quelque part, je me dis heureusement pour Pôle emploi, qui a quand même vocation à l'insertion. Mais c'est vrai qu'en en fait, on est très, très coucouné quand on est en CDD à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il y a mon premier contrat devait finir en juillet. Et du coup, le mois dernier, ma responsable, avant de savoir que j'étais reconduite, m'a dit non mais va falloir que tu te remues. Et elle m'a donné, alors c'est pas c'est une sorte de tutrice. J'ai une des responsables de secteur qui m'a pris sous son aile pour bosser CV, lettre de motivation, recherche d'offres. Je me suis retrouvée en situation de demandeur. Mais non, donc du coup, il y a un accompagnement. J'ai mes collègues qui m'ont invité à créer des alertes, des choses comme ça. Enfin, il y a tout un processus qui est mis en place en me disant... Et bien avant la fin de ton contrat, en général, il y a un dispositif d'accompagnement interne pour justement permettre au CDD de rebondir et de se replacer derrière. Mais qui est CDIsé du coup à Pôle emploi? Personne. Enfin, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de... À partir de 6 mois d'ancienneté, il y a la possibilité de
comment dirais-je, de se positionner sur des postes qui sont proposés en interne. Personnellement, je ne sais pas si je vais y aller. Pour l'instant, mes 6 mois ne sont pas révolus, donc j'ai pas accès à la base de données. Mais je ne suis pas persuadée, j'ai envie d'aller voir ailleurs. Je suis dans une phase encore où j'ai envie de cumuler de l'expérience et de... Donc je suis pas encore totalement écœurée de Pôle emploi. Mais as-tu le sentiment de faire de l'accompagnement de par les contraintes par ton institution, de faire tac, voilà, je sais pas le mot pour voilà, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Eh bien, je vais te répondre que ça dépend des jours. Ça dépend en fait, c'est vrai que des jours de forte affluence à l'agence, c'est de la gestion du nombre qu'on fait. C'est du traitement de flux, clairement. C'est voilà, on a l'impression un peu d'être dans un bateau qui prend l'eau et puis d'écluser en fait. Et quand là c'est plutôt au premier niveau du coup? Ouais, à l'accueil premier niveau. Après, c'est vrai que quand il y a moins de personnes à venir à l'agence, quand les matinées ou les après-midi sont plus zen, on va dire, c'est vrai qu'on a la possibilité, même à l'accueil premier niveau, de pouvoir vraiment accompagner la personne. On ne sera pas dans la gestion, on pourra accompagner les personnes sur les postes dans libre accès, pour leur expliquer le fonctionnement, les inviter à créer leur espace de recherche d'emploi et à les aider à le construire. C'est vrai que là, on est plus dans le... Ça dépend des jours, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où on n'a pas la possibilité, en fait, matérielle, d'être dans... Et c'est ce qui... Après, moi, en tant que CDD, j'ai pas de portefeuille de demandeurs d'emploi comme mes collègues. Mais c'est ce qui transparaît en fait de nos échanges avec mes collègues. Ce qui les frustre le plus, c'est justement qu'à la base, ils ont été recrutés pour un boulot d'accompagnement. Et au fil du temps, ils ont vu aussi cet accompagnement un peu péricliter. Parce qu'à la base, ils devaient avoir une 60aine de demandeurs d'emploi dans leur portefeuille. Et qu'à l'heure actuelle, pour certains de mes collègues vraiment aguerris, ils en ont plus de 300. Et que 300, à hauteur de 1 demi-heure d'entretien par demandeur, il faudrait une semaine de 150 heures, enfin même plus, pour pouvoir tous les voir sur le mois, sachant que l'emploi du temps d'un conseiller Pôle emploi, il est découpé en plusieurs plages, il va être un matin d'inscription, l'après-midi il va être de suivi, et le lendemain matin il va être à l'accueil, l'après-midi il va être en service aux entreprises, dans le recueil de l'offre, enfin c'est très polyvalent. Donc il n'a pas des plages de suivi aussi réguliers que... Donc voilà, normalement le suivi d'un demandeur, on devrait voir mensuellement les demandeurs d'emploi. À l'heure actuelle, un demandeur il est vu tous les 4 mois. Sauf s'il rentre dans une catégorie particulière, demandeur d'emploi très longue durée ou senior, quoi. C'est vrai que c'est un peu là où certains de mes collègues ne se reconnaissent plus forcément dans le métier et ont du mal un peu à... J'aurais aimé savoir comment tu... est-ce qu'au quotidien, tu as l'impression que tu mobilises des choses que tu as apprises ici, à l'université, dans le parcours sur l'éducation? Sous quelle forme ça te... C'est une bonne question. Parce que, oui, alors en fait, au quotidien, je suis plutôt sollicitée par mes collègues par rapport à mon expérience à la GFIP. Parce que du coup, en fait, ma connaissance du secteur du handicap et de l'offre de services de la GFIP fait que, du coup, j'ai été identifiée comme référente au niveau de tout ce qui se faisait dans le secteur du handicap. Après, par rapport à ma formation, au master SIFA, après qu'on en parlait, là où je vois la plus-value de la formation par rapport à l'activité, c'est notamment par rapport à d'autres de mes collègues qui sont rentrés en CDD sans être passés par la case SIFA. J'avais déjà une maîtrise et une connaissance des codes et du langage formation que mes collègues n'avaient pas. Donc dans un premier temps, en fait, la période d'acclimatation a peut-être été moins difficile pour moi.
Parce que ce qu'était une AFPR, je savais de quoi on parlait, ce que ça voulait dire derrière. Quand on parle de plan de formation, dans le cadre d'un projet de formation pour un demandeur d'emploi ou de passeport orientation, je connais. Et je me suis rendu compte que j'avais la maîtrise de l'aspect formation peut-être plus importante que certains de mes collègues. Parce que c'est pas forcément leur formation de base et parce que quand on est conseiller à l'emploi, on a déjà tellement d'informations à gérer qu'on n'a pas forcément le temps non plus de prendre un moment pour se poser et potasser et faire un point sur... Donc tu as un fond de cœur de métier, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je me dis heureusement. Heureusement, parce que je pense que sinon les premiers mois auraient été difficiles. Déjà d'arriver dans une nouvelle structure, c'est pas forcément évident. Mais en plus, quand on maîtrise pas le langage, quand il y a des sigles qui ne parlent pas, c'est un peu l'impression que j'avais eue quand j'étais arrivée en stage la première fois à la GFIP. Et en même temps, ça correspondait à mon arrivée en formation Master CIFA. J'avais l'impression de débarquer dans une autre planète. J'avais l'impression qu'ils ne parlaient pas français. Ils parlaient en onomatopée. Et le plus troublant, c'était qu'une onomatopée, dans un contexte ou dans un autre, ne voulait pas dire la même chose. J'arrivais à la GFIP pour me parler de PPE. Je me disais, ah ouais, je connais, je l'ai vu en formation dans le cadre du DRIP. En fait, non, pas du tout. PPE à la GFIP, c'était prestations ponctuelles spécifiques. Et puis à la fac, ça voulait dire autre chose. Enfin, c'était... Là, je me disais, oh là là, je vais jamais m'en sortir, il va me falloir 2 dictionnaires, quoi. Un dictionnaire français CIFA et un dictionnaire français AGFIP. Et puis, finalement, c'est vrai que là, le Pôle emploi, en fait, fait un peu le lien, regroupe un peu, me permet de croiser les informations et de... D'accord. C'est une autre. Moi, j'en ai encore une autre. Pendant que tu as passé les entretiens de recrutement pour entrer à Pôle emploi et même à la GFIP, au final, est-ce que notre filière, ça leur parle? Est-ce qu'ils y mettent quelque chose, des compétences particulières dans les sciences de l'éducation? Dans le cadre de la GFIP, en fait, c'était un peu particulier parce que Sandrine sortait du CIFA. Voilà. Elle était en t'apprendre? Ouais. D'accord. Donc c'était ma tutrice pendant mon stage et elle venait juste en fait de faire le master, c'était juste l'année d'après. D'accord. Je l'avais rencontrée au moment des soutenances en octobre. D'accord, comme quoi ça... Donc, important de participer aux soutenances. Voilà, j'étais allée voir en curieuse, enfin je faisais mon stage avec Loïc à ce moment-là et du coup il m'avait invitée à prendre cette journée-là pour venir assister aux soutenances et au pot de fin de soutenance. Paul était venu me voir, Paul Taylor. Était venu me voir en me demandant ce que je recherchais pour la suite comme 2e lieu de stage et je lui avais dit moi je veux travailler dans le secteur du handicap et il m'avait dit bah viens je te présente Sandrine et voilà ça s'est fait comme ça. Donc à la GFIP oui le Master CIFA ça parlait. Après moi naïvement je pensais que sorti des murs de la fac le Master CIFA je me sentais toujours obligée de donner l'intitulé stratégie, puis je me disais, ça fait pompeux. Ingénierie, tout ça, c'est des grands mots. Hein. Quand on arrive dans le monde du travail, on nous regarde un peu comme des hurluberlus, oui, universitaires, quoi. Non, c'était en alternance. Enfin, je suis pas complètement déconnectée du monde du travail. Je sais comment ça se passe. Et là où j'ai été surprise, c'est... alors, à Pôle emploi, le Master CIFA n'avait pas forcément d'écho ou de résonance. Par contre, quand j'ai eu d'autres entretiens, par exemple dans des OPCA, j'ai passé un entretien dans des OPCA, là tout de suite, j'avais pas besoin, quoi. Et j'ai été surprise par le nombre d'anciens que je rencontrais au cours d'entretien. Ah bah oui, moi j'ai fait CIFA, quand à l'époque c'était, au début de la formation CIFA, c'était divisé en 3 pôles, il y avait Nantes, Tours et Rennes. Ah bah oui, moi j'étais au CIFA de Nantes, enfin, ça commence quand même, ouais. En fait, je me dis que c'est... On se fait toujours la réflexion, mais c'est un petit monde, en fait. C'est le monde de la formation. On se rend compte que c'est... Où qu'on aille, on rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un ou qui a fait... Corinne, tu disais quoi qu'on n'est pas en master, en fait? Comme le cas, c'est souvent des profils master. Même sur les postes de chargé de conseiller, ils demandent des masters pour les conseiller. Ouais, moi Pôle emploi, c'est vraiment bac plus 2, c'est tout le réseau, c'est bac plus 2. Mais OPCA, ils prennent bac plus 4 en conseiller en entreprise. Assistant de formation. Ça a changé, non? Sur les cours d'assistants de formation,
les personnes qui gèrent les dossiers, c'est plutôt la partie administrative. En fait, ça dépend de l'expérience aussi, je pense. Oui, mais non, c'est voilà, qui est en administratif pur. D'accord. Avec une partie relation entreprise. T'en penses quoi, toi, Pierre Alors, moi, je sais que c'est bac plus 5. Ouais. D'accord. Il y a pas mal d'offres en fait où, enfin moi, celle que j'ai vue passer depuis mon diplôme, c'est soit bac plus 5 avec 2 ans d'expérience ou bac plus 2 avec 5 ans d'expérience. Il y a beaucoup d'entreprises qui... Mais bon, c'est vrai qu'après, en discutant avec mes collègues, quand une entreprise a le choix entre un bac plus 5 ou un bac plus 2, forcément... Après, ça dépend. Tout dépend aussi de la structure dans laquelle vous échouez, entre guillemets. C'est... Les filles, encore 2 ans. Ou encore 2 ans, ou de la promo pour la filière SDIF, enfin pour les années SDIF. Parce que je pense aussi qu'au niveau du CIFA, il y a quand même eu beaucoup de réseaux mis en place, beaucoup d'échanges pour en sortir. Il y a eu vraiment des années réseau où, moi avec ma promo, on est toujours en groupe depuis 5 ans, 4 ans. On est toujours en groupe, on est toujours avec un mail commun, on a toujours un mail de promo, on continue à s'envoyer des... Je pense que c'est ça aussi qui fait que c'est dynamique. On garde du lien déjà entre nous, le petit monde, quoi. Oui, c'est ça. Nous, on est restés en contact aussi entre nous, on essaye de se voir. Alors, forcément, à 20, c'est plus difficile, mais il y a des sous-groupes qui se forment en fonction des affinités, en fonction des contextes professionnels aussi. Moi, je sais que... Enfin, j'avais un collègue de promotion, François, qui travaillait dans un OPCA. Et l'année dernière, je suis devenue... Enfin, mon fils est rentré dans une crèche parentale. Donc, en fait, les parents sont partie prenante de la crèche. Et on m'a demandé de m'occuper du plan de formation des salariés de la crèche. Et quand il a été question de remplir les dossiers de demande de remboursement d'action de formation à l'OPCA, moi, alors le DIF et tout ça, c'était quelque chose qui me parlait, mais de là à savoir quelle case cocher et quel chiffre rentrer dans quelle case, et quand il y a des sous qui sont engagés, c'est tout de suite un peu plus... Moi, j'avais jamais fait ça professionnellement, donc du coup, le fait d'avoir des personnes dans son réseau, je me dis, ah oui, c'est François, et hop, on s'est vu, on s'est fait un repas ensemble dans lequel il m'a expliqué, il m'a décodé un peu les papiers que j'avais à remplir. Enfin, tout ça, c'est... On s'envoie régulièrement des offres aussi, parce que certains sont aussi dans une dynamique de... Ils restent en veille sur des offres d'emploi, qu'ils soient en poste ou non, et du coup, quand on a des offres qui correspondent à un profil d'un camarade, on lui envoie, en disant ça pourrait peut-être t'intéresser. Moi, quand vous allez voir Michel vendredi. C'est exactement... Michel Gilles ? Ouais. Ah, c'est lui qui intervient ? Ouais, c'est Michel. Et j'étais en poste et j'ai appris qu'il y avait un poste et puis j'ai pensé à lui. Donc j'ai fait rencontrer direct. Le recrutement, ça a été assez facile. Et son premier poste après le master, c'était à la GFIP ? Il a été à la GFIP, ouais. Sandrine. Avec Sandrine. Ouais. Du coup, moi, j'avais rencontré à cette occasion-là. Je pense qu'on a à se vendre, nous, sans doute. Enfin, c'est moche à dire ça comme ça. Faut qu'on se vende, faut se vendre SDIF, plus. MF2I, c'est clair qu'il faut le vendre. Il faut apprendre à se le vendre entre nous, il faut apprendre à se le vendre vis-à-vis des autres. Mais après, moi, je pense que c'est aussi une des richesses une des richesses, moi, que j'ai trouvées en master CIFA. Alors après, pour la licence DIF, je connais pas, mais j'imagine que ça doit se passer un peu de la même façon. C'est que quand on arrive dans une promotion, moi, j'avais une vision très universitaire, très scolaire. Pourtant, il n'y avait pas de numerus clausus en lettres modernes, mais j'avais quand même ce sentiment un peu de compétition entre les étudiants quand j'étais en lettres modernes. Et j'appréhendais un peu, en plus, quand on est professionnellement immergé tout au long de l'année. J'avais un peu cette appréhension en débarquant en master CIFA, et en fait, je me suis rendu compte, après c'est peut-être aussi ma promotion qui fait ça, mais
visiblement ça a été le même cas dans d'autres promotions aussi, c'est que on s'est tous retrouvés diplômés, enfin quasiment tous au mois d'octobre, et je me dis, bah oui, mais ça veut dire qu'on est 15 à débouler sur le marché de l'emploi. Et forcément, on a des profils qui sont plus ou moins semblables, donc on va être amené à postuler à des offres, enfin sur les mêmes offres. Il va y avoir de la compète entre nous. Et au final, je ressens pas ça comme ça en fait. Il y a plus de solidarité, d'entraide, de tiens, j'ai un tuyau, j'ai entendu que je suis allée à tel séminaire et puis je pense que ça pourrait t'intéresser. Il y a beaucoup plus ce genre de rapport dans notre filière que de guerre des clans ou moi je vais postuler à cette offre là mais je vais surtout pas diffuser l'information de peur que la personne postule en même temps que moi et qu'on se retrouve face à face. Enfin, j'ai pas ressenti ce et je trouve que c'est quand même plus sympa peut-être dans cette optique là. Est-ce que tu sais s'ils sont tous en poste, là, les anciens de ta promo, et dans le champ de la formation? Ouais. Bah, il y en a certains qui ont réintégré leur structure d'avant-formation. Et pour d'autres, soit j'ai le cas d'une collègue qui a créé son entreprise, qui a lancé sa boîte de consultants. Non, HBTA c'était déjà créé avant, c'était Gwen. Mais elle a traversé des difficultés, donc du coup elle a retrouvé un poste par la suite. Ils sont tous en poste, après pas nécessairement dans un poste. Alors, ça reste quand même. J'ai par exemple 2 de mes collègues qui travaillent, qui sont enseignantes vacataires, qui donnent des cours en lycée ou en collège. Donc c'est pas non plus, ça n'a pas rien à voir avec le monde de la formation, mais c'est pas nécessairement un métier auquel nous préparait entre guillemets le master SIFA. En tout cas, c'était pas un des métiers types qui paraissait sur la plaquette. Ouais. C'est pas. Après, oui, ils sont tous. On est tous en poste. Alors, pas forcément des CDI. Surtout pour des collègues qui étaient comme moi en formation initiale, on passe beaucoup par la case CDD. Mais après, moi je sais que la seule période de chômage que j'ai vécue, c'est celle que j'ai choisie. Dans le cadre de. Après ma grossesse, j'ai voulu prendre le temps. Mais je ne vais pas dire qu'il y a les offres pleuvent en série, mais en fait c'est le réseau surtout. Ouais. Moi c'est par le biais du réseau que j'ai. Parce que si je regarde le site de Pôle emploi.fr, il y a des jours où ça fait peur. Hein. Oui, puis c'est surtout que c'est classé par des thématiques ni queue ni tête. Voilà. Hop. Et puis, je pense qu'il n'y a pas de secret aussi dans n'importe quel service maintenant. Les employeurs diffusent les offres d'emploi, mais derrière elles ont déjà une fois sur 2 des personnes pressenties pour le poste, et du coup par le biais du réseau il y a beaucoup de choses qui s'activent. D'autres questions? Tu veux rajouter quelque chose? Non, moi je suis tout à fait d'accord. La clé, c'est fondamentalement le réseau, et le réseau, vous l'avez là. Il est sous votre main, c'est-à-dire que vous êtes réseau déjà. Il faut maintenir ça. C'est ça qui est. Vous commencez comme ça. Vous n'avez pas idée de la capacité que vous avez, vous tous collectivement, à vous donner des pistes, à vous fournir des opportunités. Moi, j'ai tendance à être un peu distante de cette idée de réseau. Et je me suis aperçue, effectivement, au travers de 18 personnes, le nombre d'opportunités, même mécaniquement, que ça constitue, c'est énorme. Ça, c'est un point clé. Puis, deuxième point clé, c'est vraiment comment on est les premiers, on est les premiers commerciaux, entre guillemets, de nos études, de notre formation. Et j'insiste sur le niveau de qualité, parce qu'on a des entreprises, effectivement, qui ont tendance à avoir des références très formatées, Bac+2, Bac+5. J'insiste sur la qualité de votre licence, quoi. Pour avoir fait SIFA, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes champs, et avec le niveau SDIF, j'insiste sur la qualité des enseignements et de la formation que vous recevez. Comment elle vous structure, les compétences dont elle vous dote.
Puis dernier volet, mais ça c'est plus une réflexion stratégique qu'à terme, mais c'est, je me dis, je suis sensible à ce que tu dis sur le fait qu'on est plutôt vu sur le versant formation, évidemment, que sur le volet RH. Donc c'est peut-être aussi à diffuser, à travailler sous le versant management des compétences, qui est un volet un petit peu plus général que formation RH. Tout ça, je veux dire, c'est des dispositifs au service de la progression, de la montée en compétences. Donc je trouve qu'au-dessus, peut-être du RH ou de la formation, vu comme des dispositifs ou des techniques, il y a peut-être à réfléchir aussi comment, à un moment donné, les acquisitions qu'on a et en CIFA et en SDIF, c'est fondamentalement pour accompagner la progression des compétences, pour aller d'un endroit à un autre, à l'échelle de l'individu ou du groupe d'individus. Mais que c'est peut-être là-dessus qu'on peut aussi penser la présentation des acquisitions. Et si vous parlez à une entreprise management des compétences, ou gestion des compétences, après il y a des vocables, mais j'aime bien l'idée de management parce que je viens du monde du management. Mais l'idée du management il est intéressant parce que ça veut dire que vous avez une vision un peu plus globale des choses et que vous accompagnez une progression en la pensant en amont, vous la suivez puis vous l'évaluez. Et ça, c'est des acquisitions qu'on fait ici, quoi, je trouve, hein, et qui sont entendables à une échelle plus globale pour les entreprises. Hein, je sais pas si je suis claire. Se vendre, nous, en interne, comme métier, avec des compétences, c'est clé, quoi. Nous ne sommes pas business. Il n'y a plus de questions? Apolline, merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Merci.